Oui, bonjour, je pensais pas en Florence Kowalski, donc bonjour. Et puis bonjour à tous autour de la table, puisqu'on est en présentiel également, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personnes, plus nous. Donc à peu près une dizaine de personnes dans la salle. Donc c'est notre premier webinaire international de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Voilà, et dont le sujet aujourd'hui est donc Bonjour France, la French Week de Isetan, comment vendre au grand magasin japonais. Voilà. Donc peut-être pour commencer, donc, nous présenter rapidement. Donc aujourd'hui, en fait, on accueille donc, Hélène Gandhi de la CCI France-Japon, pour vous parler donc, de l'événement Bonjour France, mais également des circuits de grande distribution au Japon. Et nous avons un témoignage d'entreprise donc avec Frédéric Soriano et Nicolas Guimau. Voilà, du papier fait de la résistance. Donc moi, je suis Aya Kitahama de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je m'occupe du Japon, de la Corée et de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et je voulais vous dire un petit mot donc sur la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne pour en fait différencier avec notre partenaire donc qui est la CCI France-Japon. Et donc la CCI Lyon Métropole, donc c'est une CCI en France, donc c'est un établissement public sous tutelle de l'État et qui a pour mission en fait d'accompagner les entreprises de leur création jusqu'à la cession d'entreprise, en passant évidemment par l'international. Donc avec 4 axes de travail qui sont le conseil individuel par zone géographique, donc vous avez une question sur le Vietnam, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Dans notre thématique également, donc tout ce qui est fiscalité, toutes les problématiques réglementaires, juridiques, donc sur la TVA, également sur les aides financières, les implantations à l'étranger, les bureaux de représentation, enfin toutes les, on va dire les questions qui vous arrivent en fait tout au long du développement international de l'entreprise. On intervient également sur l'import, donc sur le sourcing, puisque vous avez des réglementations applicables sur le marché européen lorsque vous importez du matériel. Voilà, donc tout ce qui est information donc, de premier niveau, donc des organisations donc, de réunions d'information comme aujourd'hui, voilà, on a des ateliers techniques, des webinaires donc pour la première fois aujourd'hui, des rendez-vous experts toute l'année, donc qui viennent de l'étranger, qui viennent vous rencontrer pour évoquer vos projets export. Voilà, tout ce qui est programme structurant, donc on est partenaire en fait d'un bon nombre d'acteurs qui vous proposent des programmes structurants qui sont cofinancés par des acteurs publics. Et un des plus emblématiques qu'on a aujourd'hui, c'est donc le programme Go Export, qui fait partie du plan PME, qui s'appelle maintenant Ambition PME, et qui permet de structurer, on va dire, la démarche de l'entreprise à l'export, mais également d'accéder à un certain nombre de subventions. Et enfin, donc, tout ce qui est échange d'expérience au travers des clubs, puisqu'on a un club World Trade Center CCI, mais également des clubs territoriaux donc sur Saint-Étienne et Roanne qui permettent en fait aux entrepreneurs de se rencontrer sur la thématique export. Et sur les clubs World Trade Center, on est sur des thématiques plus axées Chine, Maghreb, je crois qu'on a la Russie également, et 2 thèmes thématiques avec les juristes internationaux et tout ce qui est le club douane. J'en ai fini pour la CCI en métropole. Maintenant, je passe au grand réseau, on va dire, de CCI France internationale, dont fait partie la CCI France-Japon. Donc, CCI France internationale, aujourd'hui, c'est un réseau de 115 CCI françaises à l'international, donc dans 85 pays. Voilà, donc vous voyez sur le slide un petit peu la répartition sur les continents. Ça représente environ 1165 collaborateurs à l'étranger. Et je crois à peu près 35 000 entreprises membres du réseau. Donc, ça fait un beau réseau international. Et donc ce réseau est lui financé à hauteur de autofinancé à hauteur de 98%. Après, c'était un petit mot pour nous différencier. Donc là, CCI France Japon, c'est quoi? Donc c'est une association à but non lucratif et de droit local. Donc c'est la première chambre européenne au Japon avec plus de 520 membres aujourd'hui, dont un tiers de sociétés japonaises. Et Hélène vient de me rappeler que donc, ça sera le centenaire de la Chambre en 2018, puisqu'elle a été créée en 1918. Voilà. Donc, les principaux axes de travail, c'est un club d'affaires pour animer en fait la vie, on va dire, de la communauté française sur place, la communauté des membres. Donc, c'est un réseau d'affaires, c'est une centaine d'événements par an. Donc, ce sont des ateliers techniques également, des after-work, des lunchs, enfin bon, plus de 100 événements par an. Voilà, thématiques vraiment diverses et variées. Ça peut être uniquement du networking, comme ça peut être de l'accueil de personnalités, je crois, aussi.
et évidemment donc des groupes de travail, des comités, etc. Vous avez toute une palette de prestations d'appui commercial, donc tout ce qui est études de marché, de l'implantation, prospection, donc tout ce qui va avoir attrait, on va dire, en tout cas qui concerne les entreprises qui ne sont pas encore au Japon mais qui souhaiteraient l'être. Voilà, donc jusqu'à la domiciliation et la mise à disposition de bureaux, mais également de personnel. Des publications, donc c'est le France-Japon Echo qui est publié, je crois, tous les 2 mois. Tous les 2 mois et qui permet en fait d'avoir de l'information sur l'actualité des membres, mais également les sujets de fond de type, là je crois que le thème c'est je crois le luxe sur les derniers numéros, donc c'est intéressant à lire. Et enfin, un service emploi pour justement vous aider à recruter et former vos équipes au Japon. Donc c'est déjà pas mal. Moi j'ai fini. Donc, je vais laisser la parole à Hélène Blondy. Et on a juste, en fait, le temps que Hélène puisse se préparer, on va vous montrer la vidéo, en fait, de Bonjour France, donc édition 2017. Alors. Ah, j'ai fait l'édition. Ça marche bien. Qu'est-ce qui se passe? Et on n'a pas de son. Bon, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Vous avez pas de si, il y a des interviews. Ouais, si, il y a des sons, voilà. Mais, je ne sais pas, ça n'a pas de son. Alors, sinon, je vais commenter. Oui, donc, l'inauguration avec le directeur du magasin d'Isetan Shinjuku. Donc, le 7e étage, rayon living avec les accessoires, mode. Donc, le papier fait de la résistance. Au rayon papeterie. Je ne fais pas le doublage. Je vous dirai ce que j'ai dit. Oui, je suis content. Voilà, trop tard. Trop tard, voilà. Des bijoux, donc là, des espadrilles du Pays Basque. Donc, au 6e, le rayon alimentaire et food et vin. Ouais, donc c'est dommage, on n'entend pas, mais... Donc un représentant du cidre, Éric Lefebvre. Donc des entreprises qui ne sont pas encore implantées au Japon. Café Richard. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Isetan, donc, Bonjour France, en fait, est une manifestation, on va dire, de visibilité organisée par la CCI France-Japon en partenariat donc, avec le grand magasin Isetan. Et Isetan, c'est pas le moindre, on va dire, puisque c'est le flagship de Shinjuku, donc c'est le bâtiment en fait historique, le premier d'ailleurs de Isetan, et qui a un passage, c'est un lieu de passage en fait très 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 fréquenté. Donc aussi un vigneron qui est venu avec qui a fait aussi une mission B2B en même temps qu'il était présent. Alors, pain et tradition. À l'Olivier. Maison du Culti, voilà, qui est de la région... Qui est de la région stéphanoise. La région stéphanoise, qui avait fait une mission B2B la première année et qui a participé l'année suivante à Bonjour France. Alors Bonjour France, c'est pas seulement une semaine de shopping à Isetan, c'est aussi des événements sur une quinzaine de jours pendant Bonjour France, dont des événements culturels, des événements gastronomiques, là comme vous voyez, avec 200 participants, qui sont faits aussi avec les partenaires français déjà installés au Japon. Donc là, les rituels du petit déjeuner, on explique aux Japonais comment on fait des croissants. Et donc la guinguette à l'Institut français. Voilà. Alors cette année, pour la première fois, on a fait un événement déjeuner sur l'herbe à la résidence de France, donc aussi qui permet de la visibilité aux marques françaises qui nous ont accompagnés. Bon, c'est dommage. Bon, ben, c'est dommage, on n'avait pas de... C'est pas grave. Non. Voilà.
J'en profite au passage pour vous dire également que donc il y a un accord de libre-échange qui a été alors, pas signé encore, mais en tout cas un accord politique de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon, donc, qui est tombé, je crois, la semaine dernière, puisque ça fait 4 ans qu'on en parle, mais que 4 ans qu'on n'avançait pas vraiment. Et malgré tout, pour nous, c'est un signe fort en fait, entre le Japon et l'Union européenne qui va nous permettre en fait, de baisser en fait, un grand nombre de tarifs douaniers et de vous faciliter, on va dire, vos activités quotidiennes avec le Japon. Ok, bah écoutez, on va passer à Hélène Blondy, qui va nous raconter un peu comment ça se passe Au Japon. Au Japon. Alors, avant de parler de Bonjour France, je vais faire un petit rappel sur le Japon en général et la clientèle japonaise et les grands magasins, puisque, comme le disait Aya, Bonjour France a lieu à Isetan. Alors, Bonjour France, c'est Isetan Tokyo et aussi Isetan Kyoto. Donc, Isetan Tokyo, ça sera la 4e édition avec Bonjour France en 2018, et Isetan Kyoto, ça sera la 2e. Voilà. Donc, pour rappeler le Japon, donc 127 millions de, bon, c'est des choses que vous connaissez déjà sûrement, mais ça va bien de les redire. 127 millions d'habitants, donc 2 fois plus qu'en France. Un yen qui est un peu plus faible actuellement, donc c'est plutôt avantageux. 1 euro pour 128 yens, donc 1000 yens un peu autour de 8 euros, un peu moins de 8 euros. Bon, un taux de chômage de 2,8%, historiquement le plus bas, donc ça veut dire le plein emploi. Hein. Je crois qu'il y a même beaucoup plus d'offres par demandeur. Alors, les Japonais occupent 25% du territoire. Les 75% autres sont des montagnes. Et 80% de la population vit entre Tokyo et le nord du Kyushu. Alors, le petit point Kita-Kyushu est un peu mal placé, mais voilà, Kita-Kyushu, il est un peu trop au nord. Mais voilà, c'est en dessous. Voilà, donc 80% de la population vit entre Tokyo et Kita-Kyushu, sachant que la moitié, en fait, sont répartis sur les 2 plaines qu'on appelle la plaine du Kanto, autour de Tokyo, et la plaine du Kansai, autour de Kyoto, Kobe et Osaka. Voilà. Et en fait, Kita-Kyushu se développe parce qu'il y a Fukuoka, au nord de l'île du bas, qui se développe beaucoup. Alors, donc une population, enfin une densité très importante, 3 fois celle de la France, qui dépasse 6000 personnes au kilomètre carré à Tokyo. Alors, pourquoi le Japon est un marché attractif? Donc déjà, c'est le 3e PIB mondial, après les États-Unis et la Chine, avec près de 5000 milliards de dollars, avec une augmentation d'1,2%. Donc ça va quand même plutôt bien. Voilà, pour rappel, de 2500 milliards de dollars pour la France. 4% du PIB représente le commerce de détail, ce qui fait 150 milliards pour les grands magasins. Alors, c'est un marché mature, bien sûr, de référence, avec des consommateurs ayant un pouvoir d'achat élevé, voilà, qui se situe concentré chez les 40-65 ans. Bon, faut savoir qu'au Japon, on décale toujours un peu de 10 ans par rapport à la France. Hein. Les comportements de quelqu'un de 40 ans, c'est plutôt comparé à 30 ans en France, parce qu'ils ont déjà ils sont décalés un petit peu, une espérance de vie la plus grande au monde, et des infrastructures de distribution efficaces. Alors, on peut constater ces dernières années avec un yen plus accessible et puis une politique de développement très importante pour faire venir les touristes. Parce qu'avant, c'était pas le Japon le premier pays au niveau du tourisme. Et l'objectif qui s'était fixé de 20 millions de touristes pour les JO de 2020 est déjà atteint depuis 2 ans, je crois. Voilà, donc c'est un pays qui présente plein d'attraits. Alors, c'est un pays qui se seniorise. Alors, c'est intéressant de voir, on va peut-être passer rapidement, mais il y a 3 pyramides des âges. Hein, après la Première Guerre, la 1950, à gauche. Au milieu, la pyramide actuelle, hein, qui déjà ressemble plus tellement à une pyramide. Et puis, en 2050, ça inverse carrément. Voilà, donc, à l'heure actuelle, 25% de la population a plus de 60 ans. Alors, je ne sais pas, pour comparer en France. Et l'urbanisation est de plus en plus importante. Vraiment, il y a plus de 90% de la population qui habite dans une ville. Alors, la structure de la consommation. Donc là, on a regroupé un petit peu dans différents styles de consommateurs. Donc les jeunes, les 20-25 ans, là qui dépensent selon leurs moyens,
ce n'est pas forcément les pouvoirs d'achat les plus élevés. Donc leur mot-clé, c'est intelligent, sérieux, raisonnable. C'est plutôt des choses pas chères, trendy et kawaii. Alors après, on passe dans les 3 catégories qui sont plus la cible d'Isetan, ce qu'on appelle les parasites singles, dont les office ladies sont une grosse partie. Alors les office ladies, qui sont des jeunes femmes qui n'ont pas mariées souvent et qui n'ont pas encore d'enfants, donc qui travaillent et qui parfois habitent encore chez leurs parents, donc qui ont un pouvoir d'achat très élevé et qui sont leaders en matière de tendance. Et les femmes au foyer également, elles ont un gros pouvoir d'achat parce qu'au Japon, c'est les femmes qui gèrent complètement le budget familial. Donc c'est elles qui décident de tous les achats. Et les seniors, bon, comme on voit, c'est une population importante qui est issue aussi de baby boom et qui ont aussi un pouvoir d'achat élevé. Donc chez Isetan, on retrouve plutôt un cœur de cible 40-50 ans, féminin, avec un haut pouvoir d'achat. Des comportements d'achat spécifiques. Alors, les comportements des Japonais, donc, ils sont très intéressés par les nouvelles tendances et les nouveaux concepts. Donc, ils se réactualisent tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le dernier téléphone, etc. Quand ils s'équipent toujours au dernier cri aussi, c'est-à-dire que pour faire une petite randonnée, vous avez l'impression qu'ils partent faire un monde de 4000 mètres. Ils sont toujours avec des super marques. Voilà, ils sont sensibles aux histoires de marques, comme un peu témoigné, je pense, le papier de la Résistance, l'histoire de la marque, ses origines et son storytelling. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que quand on présente les marques, nous, à Isetan, on passe beaucoup de temps à justement rappeler l'histoire. Sensibilité aux produits naturels. Alors là, ils ont encore du retard sur le marché du bio par rapport à la France. Là vient de s'implanter au Japon la chaîne Bio C'est Bon. Ils ont quand même un intérêt de plus en plus fort pour les produits naturels. Et alors surtout, je crois que c'est le seul pays au monde où les consommateurs sont prêts à payer le prix pour avoir la qualité. Donc ça, c'est vraiment très important. Et alors l'attachement, ça, je pense que tout le monde l'a entendu, mais on le redit parce que c'est tellement vrai, à la présentation visuelle de vos produits, à l'emballage. Donc c'est vraiment presque plus important que le contenu. C'est la façon dont vous l'emballez, le présentez. Voilà. Et par exemple, ils sont très friands pour l'alimentaire de boîtes métalliques qu'ils collectionnent après. Voilà. Et alors des petits formats, parce que c'est vrai que souvent les produits français ne sont pas consommés comme nous. Par exemple, l'huile d'olive, si vous leur mettez 1 litre, comme ils ne l'utilisent pas dans la cuisine quotidienne, c'est un peu compliqué. Et puis, ils sont surtout sur des petites portions. Donc, voilà, il faut faire attention au format de ces produits. Et ils sont très attachés à la saisonnalité des produits. Donc, au Japon, c'est un pays où il y a des saisons, contrairement à certains pays d'Asie. Il y a des saisons, et même sur les 4 saisons, ils divisent encore leur saison par 2 avec une partie sèche, une saison sèche, une saison humide. Et au Japon, il y a un temps pour la saison, ça veut dire les vêtements qui correspondent, la nourriture qui correspond, et quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Donc le champagne, c'est à Noël. Le chocolat, c'est pour la Saint-Valentin, mais donc 14 février et après au mois de mars. Il y a deux rendez-vous, c'est un petit peu différent en France. Voilà. Et alors le comportement, la grande chance des produits français au Japon, c'est que les Japonais adorent les produits français de luxe particulièrement, mais surtout des biens de consommation en général. Tout ce qui est français, ils aiment. Donc ça, c'est une chance. Donc, là, ça, on répète un petit peu. Le Japon est un pays mature et sophistiqué. Voilà, donc on rappelle qu'il faut des produits créatifs, innovants, parce que justement, comme c'est un marché mature, ils ont déjà beaucoup de choses. Donc, il faut montrer son originalité et valoriser donc son histoire. Voilà, donc des nombreuses opportunités dans tous les domaines, agroalimentaire, cosmétiques, bijoux de fantaisie, accessoires de mode, sport. On va voir un petit peu après les comparaisons au niveau des exportations, des importations du Japon sur certains produits, parce que le Japon, pour les cosmétiques notamment, est le 2e marché mondial. Mais pour ce qui concerne Isetan, on est sur l'agroalimentaire et puis accessoires, bijoux,
Mais on n'est pas ni sur le sport, ni sur la santé. Voilà, donc on reprend là un nouveau mode de consommation, donc les opportunités parce qu'il y a un pouvoir d'achat élevé, l'excellente image des produits français, voilà, puis il y a des nouveaux besoins avec une population vieillissante. Alors justement, là c'est la comparaison entre donc, les exportations françaises vers le Japon et le total des exportations françaises dans le monde. Donc là, je vais m'arrêter sur ce qui est un peu significatif, c'est-à-dire là où le Japon importe plus, c'est dans l'agroalimentaire, 16% pour 14% pour le reste du monde. La pharmacie, c'est énorme, mais comme je disais, c'est un gros marché. Mais bon, là, on n'est pas concerné par Bonjour France, sachant que tout ce qui est cosmétologie, pharmacie, c'est assez compliqué à importer, parce qu'il y a vraiment des certifications. Voilà. Et les autres biens de consommation, donc 22 pour 11%, hein, on voit avec les couleurs, c'est pas toujours évident. 22 pour 11%, donc, et là on est en plein dans Isetan. Alors, donc là on a vu la partie consommateur, la partie est donc maintenant réseau de distribution. Alors au Japon, les GMS, donc General Merchandise Store, alors déjà il n'y a pas d'hypermarché au Japon. Donc, on commence avec des grandes et moyennes surfaces, des grands supermarchés, on va dire, comme Aeon. Là, 1600 points de vente, avec 50 enseignes. Ensuite, on a des supermarchés, donc qui sont un peu plus petits, mais qui sont... voilà, là, ils font plus leurs courses dans les magasins de proximité. Hein. Donc là, 18 000 points de vente, c'est tout de suite beaucoup plus, 1200 enseignes. Les Kinokuniya, Tokyo Store... donc ça, c'est présent partout. Et voilà, les Japonais ne font pas leurs courses à l'hypermarché comme en France. On a ce qu'on appelle les convenience stores, donc les combini en japonais. Donc ça, c'est des magasins ouverts 24 heures sur 24 où on trouve tout, mais enfin, pour survivre. Là, les 55 000 points de vente, donc il y en a à chaque coin de rue. Donc les grands magasins type Isetan, qu'on appelle Depato, comme department store en japonais. Donc là, 500 points de vente, donc comme Isetan, Mitsukoshi, Daimaru, Takashimaya, Hankyu. Donc ça sont des grandes enseignes de grands magasins japonais. Home Center, ça c'est pour ce qui est living. Et puis ensuite, on a des select shops qui se développent aussi de plus en plus petits que des department stores. Drugstore et discount, bon ça c'est une spécificité au Japon, les 100 yen shop, il y en a beaucoup, on trouve tout à 1 euro, donc à 100 yens. Alors pour l'évolution des différents circuits de distribution, donc GMS 9% de la part de marché assez stable, des supermarchés en légère hausse qui représentent 20%, les convenience stores 6%, donc en augmentation, et les grands magasins 4,5% en légère baisse, et surtout, alors là, l'e-commerce qui est en train vraiment d'augmenter, en forte croissance. Donc, un petit focus là sur le e-commerce, donc 126 milliards d'euros pour 70 en France. Bon, en même temps, ils sont 2 fois plus nombreux. Hein. Voilà, donc vente en ligne au Japon, 52% pour les produits, 35% pour les services, 11% pour le digital. Et les 3 grands acteurs, Amazon, comme .co.jp, Rakuten, pour tout ce qui est plutôt voyage, et Yahoo Japan. Donc, 68% des achats de nourriture est fait par Internet. Les produits cosmétiques, 35%. Donc, on voit quand même qu'ils achètent beaucoup de choses par Internet. Vêtements et accessoires, 34%. Médicaments, 27%. Publications, donc tout ce qui est livre, 64%. Voyage, nuit d'hôtel, 44%. Alors, les cyberacheteurs, donc là, on a quelques catégories de clients qui achètent par plaisir. Donc là, c'est plutôt une clientèle masculine, 30 à 39 ans, donc avec des revenus. Alors, oui, là, il doit y avoir une erreur, c'est pas tout à fait ça. Donc, bon, on va passer. Il y a ceux qui recherchent des marques. Donc là, c'est des gens qui comparent, qui ont des hauts revenus, qui sont diplômés, qui comparent avant d'acheter.
Et la qualité est plus importante que le prix, donc ça c'est plutôt la marque. Et puis il y a ceux qui recherchent des prix. Donc là, c'est des gens qui n'ont pas forcément les mêmes moyens et qui cherchent des prix sur Internet. Voilà, donc 70% des femmes au foyer n'ont jamais fait leur course en ligne. Sur le revenu, je pense que c'est des Oui. euros. Hein. Oui, c'est pas des yens. Non, c'est pas des yens, c'est des euros. 45 000 yens, c'est 400 euros. Je pense qu'ils n'ont même pas les moyens d'acheter quoi que ce soit sur Internet. Alors, pourquoi choisir les grands magasins? Alors, au Japon, c'est un rôle central encore. Voilà, ça reste... alors, en plus, c'est destiné aux grandes marques occidentales. Donc, les Japonais vont aussi pour trouver des marques pas japonaises, des géants de la consommation et surtout des hauts lieux de fréquentation. C'est-à-dire que sur Isetan, par exemple, pendant les 6 jours, il y a plus de 400 000 personnes qui vont dans le magasin sur les 6 jours. Et un samedi, un grand magasin, ça peut atteindre 100 000 personnes dans la journée. Donc c'est vraiment des hauts lieux de fréquentation. Et alors au Japon, c'est un gage de la meilleure qualité. Et avec des prix élevés. Donc si on va acheter chez Isetan parce qu'on est sûr de la qualité. Et donc, on est conscient de payer un prix plus cher parce que la qualité est au rendez-vous. Donc voilà, c'est une démarche particulière. Les grands magasins, c'est un peu comme les grands magasins en France. La majorité des étages, c'est l'habillement féminin. Et alors, ce qui est très important, comme un peu les Galeries Lafayette ou Bon Marché avec la grande épicerie, c'est qu'au B1, donc basement 1, voire 2, c'est l'alimentaire. Rez-de-chaussée cosmétiques et accessoires de mode, donc et il y a un étage dédié à la maison, donc ça ressemble au grand magasin français. Alors le Japon est un marché exigeant, bon ben ça on va témoigner, le papier fédéraliste va aussi témoigner, en matière de qualité, donc là il faut avoir des produits vraiment de très bonne qualité, parce que sinon on ne réussira pas du tout au Japon, hein. Ça c'est impardonnable. Respect des délais, donc là, il ne faut pas être en retard, hein, ni sur les livraisons, ni quoi que ce soit. Bon, adapter ses dimensions, comme je le disais tout à l'heure, son packaging, voilà, prendre soin du packaging et adapter ses dimensions, et innover constamment, parce qu'il faut renouveler toujours son produit auprès de cette clientèle. Alors l'investissement de départ est important, mais bon, voilà, une fois qu'on a réussi à s'implanter là-bas, les efforts sont récompensés parce que, comme je disais, c'est un marché qui a quand même du potentiel, de par le nombre d'habitants et de par le pouvoir d'achat. Alors, les différences à prendre en considération, donc ça on en reparlera peut-être aussi un petit peu, les obstacles découlant des barrières culturelles, donc ça effectivement, je crois qu'il y a des séminaires qui sont faits à la Chambre du commerce aussi pour expliquer les différences culturelles, voilà, donc respecter les délais, les horaires, enfin, toutes ces choses-là, les différences linguistiques. Alors, il y a quelque chose qui surprend quand on arrive au Japon, c'est qu'ils ne parlent très très peu l'anglais. Donc, c'est compliqué. Donc, les importateurs, oui, mais sinon, la majorité des Japonais ne parlent pas l'anglais. Donc, voilà, le japonais étant ce qu'il est, c'est un peu compliqué. Et le niveau de l'intensité concurrentielle, voilà, donc au Japon, il y a énormément d'enseignes, de grands magasins. C'est vraiment le pays de la consommation. Alors, bon, l'histoire des grands magasins, des groupes familiaux qui sont développés au début du XXe siècle. Donc, Mitsukoshi, Takashimaya, Daimaru sont les plus célèbres, qui se sont développés après la Deuxième Guerre mondiale. Un réseau ultra morcelé, mais qui maintenant s'est regroupé, parce qu'en fait, après la crise de 1990, ils se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose. Donc, Isetan et Mitsukoshi, en 2009, c'est le même groupe maintenant, et Daimaru, Matsuzakaya aussi. Voilà. Alors, la difficulté un petit peu, c'est qu'ils se sont réunis, mais ils n'ont pas forcément restructuré. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué dans les grands magasins et que quand on veut présenter ses produits à un grand magasin, c'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies pas possibles, il y a beaucoup de personnes. Voilà. Mais là, par exemple, Isetan, cette année, a changé sa direction. Ils veulent aussi s'adapter. Donc, il y a du changement. Mais jusque-là, c'était un peu compliqué en termes d'organisation. Voilà, donc des organisations structurées très hiérarchisées.
Voilà, le personnel ne parle pas l'anglais, donc c'est pour ça que les présentations sont toujours bilingues. On les fait en français et en japonais, voire en français, en anglais, en japonais. Et la prise de décision est lente. Ça aussi, Papy fait de la résistance qui est venu au mois d'avril va témoigner, donc presque quelques mois après où ils en sont. Donc voilà, les Daimaru, donc 9 magasins dans les grandes villes. Takashimaya, qui est aussi qui a un magasin aussi de luxe comme Isetan, mais un petit peu plus traditionnel. 17 magasins au Japon, 3 magasins à l'étranger. Voilà, Mitsukushi Isetan. Donc Isetan à droite, le fameux Isetan de Shinjuku, donc le magasin le plus important et le plus ancien. Le premier magasin en termes de chiffre d'affaires et d'image au Japon. Hankyu. Alors Hankyu, donc c'est un grand magasin à Osaka, qui est le deuxième grand magasin en termes de chiffre d'affaires du Japon. Alors j'en dis juste 2 mots parce que la Chambre de commerce qui maintenant a pérennisé un peu ses actions Bonjour France, Hankyu est venu nous voir aussi pour présenter des marques françaises pendant leur French Fair. Donc là, ça ne sera peut-être pas Bonjour France, mais on a déjà présenté l'année dernière et cette année, on va accentuer, présenter plus de marques en fonction du thème. Et cette année, le thème, c'est Paris et la Bourgogne. Bon, là, c'est les intérieurs. Alors, la différence peut-être par rapport à la France, si les étages sont semblables en termes de contenu, par contre, il n'y a pas de personnalisation des stands. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne. On ne peut pas exprimer sa marque. Enfin, c'est difficile. Bon, là, c'est des magasins donc plus petits, mais qui sont plus tendance, qui se créent des concept stores qui se créent de plus en plus et qui sont liés aux gares. Donc là, ce sont des lieux de passage, mais plus petits et plus japonais que il n'y a pas encore beaucoup de marques occidentales dans ce type de magasin. Voilà, donc d'autres magasins spécialisés. Voilà, bon là c'est juste pour classer un petit peu par rapport à la sélectivité, enfin le positionnement du magasin et par rapport au modernisme. Donc bon, Isetan, voilà, Luminé et Atre en termes de modernisme rejoignent Isetan, mais par contre en termes de positionnement haut de gamme, ils sont un peu plus mass market que Isetan. Voilà, et Takashimaya, bon bah ils sont bien positionnés, mais pas très branchés. Moins. Voilà. Alors, bon, après avoir passé un peu en revue le marché japonais, la clientèle et les circuits de distribution, je vais parler un petit peu de Bonjour France voilà, et faire un petit bilan sur la dernière édition qui a eu lieu au mois d'avril. Bon, je vais peut-être faire un petit peu rapidement. Donc, comme je disais, maintenant, Bonjour France, c'est Tokyo et Kyoto. Voilà, donc l'objectif de l'opération, c'est vraiment de promouvoir la France au Japon. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas que l'événement d'une semaine French Week à Isetan et qu'on a un réel gastronomique autour pour donner aussi la visibilité aux marques. Et le Papy fait de la résistance, par exemple, a été présent à la French Week, mais aussi a parrainé un de nos événements culturels en donnant les petits carnets, par exemple. Donc une très forte visibilité. Alors ça, c'est la synthèse de ce qu'on a fait en 2017. Donc on a fait en lancement, on a fait en nouveauté un événement blogueuse. Juste avant de lancer l'opération, à la résidence de France, on a fait venir 30 blogueuses, donc qui ont ensuite repris sur leur blog et sur leur Facebook, sur tous leurs outils de communication l'événement. Donc l'inauguration qu'on a vue sur la vidéo. Sur les événements culture, donc on a fait promenade au carrefour de Paris à Tokyo à l'hôtel Andaz. Donc ça, c'était un photographe qui a exposé avec, il y avait une certaine interactivité, voilà, donc un photographe français. Deuxième événement culturel, on a privatisé un musée, l'Intermédiathèque, qui est en rapport aussi avec la France.
En art de vivre, on a fait donc, comme je disais, le déjeuner sur l'herbe à la résidence de France avec 200 participants, essentiellement japonais. Euh, Ensuite, on a fait la guinguette. La guinguette, 200 participants aussi, où on a donné l'opportunité aussi de la visibilité aux marques, le Gel à Goutte par exemple, qui était partenaire sur la guinguette des champagnes. Et donc, peut-être en montant un peu, là, on va voir les événements gastronomiques. Donc, on a fait les rituels du petit déjeuner qu'on a vu sur la vidéo, la balade gastronomique auquel les exposants participent d'ailleurs pendant ce dîner. Comme ça, il y a des échanges d'expériences entre exposants, puis il y a des échanges avec des Japonais. Et des soirées champagne, on a fait 4 soirées champagne. Et alors sur Isetan Tokyo, donc il y a à peu près 120 marques françaises sur la French Week et la Chambre de commerce a accompagné 31 marques. Voilà. L'année dernière c'était 24, cette année c'était 31 marques. Voilà. On en avait présenté une soixantaine. Voilà, parce que c'est Isetan qui sélectionne, qui décide si la marque participe ou pas. Voilà. Et sur Kyoto, donc c'était notre première édition. Donc la semaine, c'est pas 6 jours et demi, mais 6 jours. On avait présenté 18 marques et 8 marques ont été sélectionnées. Et sur le même principe de promouvoir la France, on a fait un événement gastronomique et un événement culturel. Et l'année prochaine, on a fait un événement culturel dans le cadre de la Kyotographie, qui est très connue à Kyoto, qui a eu beaucoup de succès. Et l'année prochaine, on va faire d'autres événements. On va grossir un petit peu. Alors là, c'est un focus sur Shinjuku, donc Tokyo. Donc 6e et 7e étage, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo. Le 6e, c'est l'alimentaire et le vin. Le 7e, c'est ce qui est accessoire living. Voilà. Alors, les exposants qui sont accompagnés par la Chambre de commerce, surtout pour l'alimentaire et le vin, disposent d'un espace de démonstration. Donc on a fait 50 ateliers voilà, parce que les Japonais sont friands aussi de découvrir la façon dont on consomme les produits français. C'est pas toujours évident pour eux, même des gâteaux, tout ça, c'est pas dans leur tradition. Puis l'occasion de déguster aussi, et puis d'expliquer et de présenter sa marque. Voilà. Donc 20 représentants français se sont déplacés sur les 31 marques, voilà, parce qu'ils attachent de l'importance à la présence des Français sur place. D'abord parce que ça fait de l'animation, même si vous ne parlez pas japonais, il y a toujours un vendeur japonais. Voilà, donc c'est important de se déplacer si on peut. Voilà, donc après, on a fait un magazine qui cette année est beaucoup plus gros parce qu'on a mis les marques. Donc quand vous participez avec la Chambre de commerce, il y a des ateliers et il y a aussi une demi-page de présentation en japonais de votre marque, comme ceci. Voilà. Et donc, il y a 2 éditions de ce magazine, parce qu'il y a aussi des marques françaises qui sont implantées au Japon. Et donc, le guide vit toute l'année pour ces marques déjà implantées avec leurs adresses, où on peut les trouver au Japon. Voilà. Et la partie Bonjour France est diffusée à 22 500 exemplaires, notamment pendant la Bonjour France. C'était distribué avec My Little Box, dans le réseau Mitsukoshi et Setan. Voilà, donc, et puis les partenaires de la Chambre de commerce, puisque nous avons 5000 adhérents. C'est quoi My Little Box? Alors, My Little Box, ça existe en France et c'est français et ça se développe énormément au Japon. C'est des gens qui sont abonnés chaque mois, qui reçoivent une box. Alors, c'est plutôt sur le thème, c'est pas typiquement français, mais celle du mois d'avril, qui est juste avant justement Bonjour France, c'est une boîte française dans laquelle il y a le magazine. Et voilà. Et donc les gens ne savent pas exactement ce qu'ils vont recevoir, mais ils ont rempli un questionnaire sur s'ils utilisaient des produits de beauté, c'est plutôt féminin d'ailleurs. Voilà, donc ils reçoivent des échantillons et des vrais produits chaque mois. Et il y a beaucoup d'abonnés et ça marche très bien au Japon.
C'est plutôt cosmétique ou C'est tout, c'est tout. Il y a pas de... Par contre, au mois d'avril, c'est plutôt français, juste avant la French Week. C'est plutôt féminin. C'est plutôt féminin. Donc bon, là, c'est un récapitulatif des grands chiffres. Donc on a présenté environ 70 marques, 30 marques ont été sélectionnées. Donc Tokyo, 3e édition. Donc nous, ça sera la 4e. Kyoto, première. Voilà, bon, 50 000 magazines, 22 500 pour l'édition Bonjour France, mais 50 000 avec le reste. Voilà, communication, on va voir un petit peu le détail un petit peu plus loin sur nos sites internet, plus le Facebook. Donc, descend un petit peu. Voilà. Donc, la Chambre de commerce a un site internet dédié à Bonjour France, en français et en japonais. Isetan a un site dédié aussi. Voilà. Et donc, nous, on a un Facebook bilingue aussi. Voilà, avec 2370 followers, le web, 28 000 visiteurs uniques, des posts Instagram, voilà, 300 000 personnes. Voilà, et on a fait un jeu concours en ligne avec 2700 participants. Voilà, on a les grands partenaires, ambassades, instituts français. Bon, là, on va focus communication. Donc, bon, là, c'est l'événement des blogueuses. Encore l'inauguration. Donc ça, c'est un peu dans le détail. Voilà, plus de 51% de nouveaux visiteurs sur le site web Bonjour France. 86% des pages sont vues en japonais. Voilà. Et le site va être amélioré l'année prochaine. On va mettre encore plus l'accent sur la communication l'année prochaine. Bon, ça, c'est un exemple de Facebook, une page. Donc, chaque entreprise a un post Facebook aussi, au minimum, qui est posté avant la French Week, comme ça, pour donner envie, donc en français et en japonais. Avec donc 73% de japonais sur Facebook, 68% de femmes, 30% entre 35 et 44 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la cible est plus jeune, que Isetan même. Donc, voilà, entre 35 et 44, alors que Isetan, c'est un peu plus âgé. Toujours les 2370 followers, plus 58% par rapport à l'année dernière. Donc, on a bénéficié aussi cette année de reportages pour les entreprises parisiennes, de reportages dans un magazine qui s'appelle Bipremium, qui est un magazine très haut de gamme. Bon, là, on ne se rend pas bien compte parce que c'est les photos à l'intérieur. Et du coup, on avait 8 pages de reportages sur Bonjour France, dont 4 sur nos marques, donc Café Richard, par exemple. Alors, c'était parisien parce qu'en fait, il y avait un photographe japonais à Paris qui est allé prendre des photos, qui est allé faire des interviews sur place. Donc, Satellite, par exemple, les bijoux, les foulards Inès de Parcevaux et les Georgettes, des bijoux, des bracelets avec différentes possibilités de cuir, de couleurs. Donc, voilà, c'est un ensemble qui fait qu'on a de la visibilité autre que celle déjà chez Isetan. Là, c'est Kyoto. Donc, c'est Tokyo un peu plus petit, mais c'est exactement le même fonctionnement. Alors, par contre, l'alimentaire, vin et living, c'est tout au même étage. Et c'est un magasin qui a l'avantage d'Isetan de Kyoto, il est dans la gare. Et alors, tout le monde passe par la gare de Kyoto, puisque le Shinkansen, Tokyo-Kyoto, c'est toutes les 10 minutes. Voilà, donc c'est très fréquenté. Et c'est un magasin plus moderne et plus récent que celui de Shinjuku. Voilà, donc on a plus de hauteur sous plafond, plus de luminosité, d'espace pour les marques. La suivante. Voilà, donc on a les flyers Isetan pour Tokyo, par exemple, publie 350 000 flyers, distribue 350 000 flyers. Il faut savoir que les Japonais viennent avec leurs flyers, ils vont acheter le produit qui est sur le flyer. Donc, quand on a la chance d'être sur le flyer, c'est gagné. Voilà. Si tu descends un petit peu,
Donc là, on est sur Kyoto, bon, on reprend encore les événements, donc on va peut-être pas revenir là-dessus. Les événements Wine Party au Bacchanal, l'événement Kyotographie culturelle, avec des partenaires, bon, Pommery pour Pâtisserie Le Bonheur. Donc on essaye toujours de... Le rôle de la Chambre aussi, c'est de faire travailler aussi les partenaires, les Français qui sont déjà installés aussi. Donc on fait travailler les marques pour leur donner de la visibilité dans ce type d'événement. Voilà, bah, je crois que j'en ai fini pour tout ce qui est ICETAN 2017. Et je peux peut-être présenter un petit peu. 2 minutes? Oui, 2 minutes. Alors, voilà, donc en 2 minutes, non mais juste pour 2018, le fonctionnement, donc les dates, 11 au 17 avril 2018 à Tokyo, donc c'est les mêmes que 2017, et Kyoto, donc 25 avril au 31 avril. Donc bon, c'est 1200 mètres carrés à Shinjuku, ça n'a pas changé. Toujours les ateliers, donc ça on a 2 minutes. Bon, là, c'est un peu plus dur à lire. En fait, là, c'est le déroulement du recrutement pour ICETAN. Donc, alors, en ce moment, donc les caractéristiques des marques présentées, c'est peut-être intéressant. Porteuses de savoir-faire français. Donc, évidemment, on essaye de chercher des marques françaises, ça c'est obligatoire. Si possible, avec fabriquées en France ou en Europe, de bonne qualité, ça c'est bien sûr, qui véhicule une histoire et nouvelles sur le marché japonais. Ça, c'est aussi important, c'est qu'ils veulent des nouvelles marques. Alors, ça marche bien, beaucoup, dans la gastronomie, le vin et tout ce qui est accessoires, living. Voilà. On ne fait pas tellement de cosmétiques, en plus c'est compliqué à importer, et puis ça ne marche pas très bien pendant la French Fair. Voilà, donc ça c'est les secteurs qui marchent. Alors, comment ça se passe? À l'heure actuelle, on fait les inscriptions pour l'édition 2018. Les inscriptions sont de maintenant jusqu'à octobre, mi-octobre environ. L'année dernière, on a fait 3 présentations. Cette année, on fait 2 présentations, une fin octobre et une début décembre. Voilà, donc une présentation, ça veut dire qu'on a préparé votre dossier que vous nous avez adressé, on le traduit en japonais. Et puis, on s'imprègne de la marque avec tous les outils que vous avez pu nous donner pour expliquer donc le produit, l'histoire de la marque, etc. Donc ça, c'est la première étape. Et on a au plus tard, un mois après, la réponse d'ICETAN pour savoir si vous êtes sélectionné. Si vous n'êtes pas sélectionné, de toute façon, du coup, ça s'arrête là. Et si vous êtes sélectionné, eh ben, c'est la participation à la French Fair. Et donc là, la participation à la French Fair, bah, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'espace sur la French Week, la demi-page dans le magazine, le post Facebook, les ateliers de démonstration. Si vous avez besoin d'un vendeur, on recrute un vendeur. Voilà, donc là, c'est les coûts de participation. Donc, pour être présenté, la première étape, 45 000 yens, 345 €. Alors là, les prix, on a la chance que le yen baisse un peu, donc c'est moins maintenant. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Je ne sais plus exactement, mais par contre, en bas, c'est plus significatif. Donc 45 000 yens, voilà, 345 € pour être présenté à l'acheteur. Et ensuite, il n'y a pas que la présentation, nous on assure la négociation parce qu'ils vont nous dire, ah bah oui, mais est-ce que ces prix-là sont définitifs? Est-ce qu'il y a d'autres produits qui peuvent être intégrés? Enfin voilà, donc il y a des allers-retours derrière. Et dans la participation, voilà, oui, il y a aussi le coût, donc 350 000 yens. Alors c'est plus 2700 €, c'est 2400, donc c'est quand même une différence importante. Voilà, Kyoto 250 000 yens. Et après, la force de vente, il faut compter 200 000 yens parce que les coûts salariaux au Japon sont assez élevés. Et puis parce que pour assurer un vendeur pendant toute la French Week, il en faut 2 ou 3. Parce que c'est ouvert de 11 h à 20 h et samedi, dimanche compris. Et là, un exemple de ce qu'offre Bonjour France, les Georgettes, donc les bijoux, qui ont participé. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est
pour participer à Bonjour France, il faut un importateur. Alors, comme vous êtes souvent des nouvelles marques au Japon, évidemment, il n'y a pas forcément d'importateur. Donc, il y a deux possibilités. On peut faire une mission B2B de recherche d'importateur avant Bonjour France, mais souvent le temps est un peu court. La chambre de commerce essaye de trouver un importateur, ce qui a été le cas pour par exemple, le papier fait de la résistance. Et on peut faire une mission B2B pendant Bonjour France, ce qui a été le cas du papier fait de la résistance. Ou bien aussi, on peut faire simplement une mission B2B sans participer à Bonjour France, mais du coup intégrer la mission un peu collective de la dizaine d'entreprises qui font des missions B2B pendant Bonjour France. Alors, les Georgettes, on avait trouvé un importateur pour eux, pour l'opération Bonjour France. Et par contre, il y a un représentant au Japon, donc elle avait des stocks de bijoux là-bas. Et du coup, elle a participé à l'événement blogueuse. Donc, elle a pu être présentée aux blogueuses. Donc, elle a participé aux 2 French Week, Kyoto et Tokyo. Elle a bénéficié donc du reportage dans Bipremium. Elle a fait le tirage au sort sur Facebook où il y a eu 2700 participants pour faire gagner un bracelet. Voilà, et puis on voit son post Facebook et sa demi-page. Donc ça permet une très grande visibilité pendant l'opération. Je crois que j'en ai fini. La dernière, ça était ce chiffre récapitulatif, donc je crois que je ne vais pas saouler tout le monde. À nouveau. Oui. Est-ce que vous pouvez parler des chiffres réalisés? C'est commercial, oui, alors ça dépend aussi des stands. Oui, il y a des stands qui sont zéro, et il y a des gens qui marchent très bien. C'est quoi la moyenne? Oui, alors déjà, le souhait d'Isetan, c'est déjà de faire 1 million, parce qu'eux aussi, ils sont évidemment là aussi pour que les marques fassent du chiffre. Donc, leur objectif à elles, c'est que les marques fassent 1 million d'yens pendant la semaine. Donc ça, c'est assez élevé quand même, sachant que la moyenne sur l'alimentaire, c'est plutôt 1 million, voire plus. Par contre, sur le vin, c'est autour de 800 000 yens en moyenne. Alors, ça fait 800 000 yens, 800 000 yens, ça fait 7 000 euros. Attends, je ne dis pas de bêtises. Oui, 7 000 euros, en gros. Alors, il faut voir que effectivement, il y a des frais, des frais et il y a une recette. Alors, c'est variable, hein, parce qu'il y a des gens qui font moins. Ça, c'est plutôt dans l'alimentaire, le vin. Les accessoires, c'est un peu moins. Les bijoux, ça a bien marché. Les foulards ou le papier, mais là, vous n'étiez pas dans les stands qui ne sont pas dans la French Week. Il y a moins de chiffre d'affaires, mais par contre, il y a une visibilité plus importante et une image qui est plus importante parce qu'elle est intégrée dans le grand magasin, alors que la partie French Week, c'est un petit peu, ça se veut être un peu un marché, mais il y a beaucoup de monde. Donc, mais à titre d'exemple, donc on avait une entreprise qui faisait des foulards justement il y a 2 ans, et pour elle, c'était un rythme d'une écharpe, je crois, ou un foulard par an, sur 6 jours et demi. Voilà. Et donc, c'est pas énorme, mais c'est un bon rythme. Et puis il y a des marques, en fait, notamment dans l'agroalimentaire, où d'un coup on n'a plus de stock en un jour parce que c'était la frénésie. Voilà, oui, sur l'agroalimentaire. Sur l'agroalimentaire, ça marche très très bien. Il y en a qui font pas beaucoup. Alors par contre, ça permet, enfin c'est aussi à vivre comme un test de marché, parce que justement ils avaient, alors saisonnalité, c'était des sortes de charentaises, et là ça n'a pas bien fonctionné. On a eu aussi une marque qui avait des coussins très très typés, apparemment qui n'a pas plu. Et en fait, il faut une diversité aussi de produits quand même pour avoir une gamme avec des prix un peu différents. Si on n'a que des produits très chers ou que des produits pas chers, c'est compliqué. Donc, c'est mieux d'avoir une gamme étendue en termes de prix. Donc, c'est vraiment un test marché parce que 400 000 personnes qui vont dans un magasin. Alors, quand la vendeuse en plus fait un retour, c'est-à-dire qu'elle va noter les remarques, parce que si le packaging est trop grand, par exemple, à Café Richard, c'était quand même des grands paquets de café. Donc, c'est un peu trop grand parce que les Japonais peuvent quand même plus de thé que de café. Voilà. Donc, aussi, on s'était fait la réflexion, est-ce qu'il ne faut pas vendre le café à la tasse aussi pendant la semaine?
voilà, il y a des... Et puis, on essaie aussi de mixer les marques, par exemple en gastronomie, de faire des opérations de pairing pour... parce que l'huile d'olive tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, là, on avait trouvé un partenaire, un restaurant, les Bacchanales, qui lui avait fait des tartines chauffées avec l'huile, etc. Donc, voilà, il y a plein de choses possibles pour essayer de faire plus de chiffres. Mais voilà, mais c'est avant tout de la visibilité. C'est quand même un investissement pour plus tard aussi. Parce qu'Isetan, c'est le bon marché le bon marché japonais. Hein. Donc après, si vous voulez vraiment vous installer au Japon, ben, ça ouvre les portes. C'est une référence. Il y a un espace qui est franchi, il y a un espace où on est juste en magasin. Alors voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est que l'espace, notamment 7e étage, il n'est pas extensible, il est assez petit. Donc, on a présenté quand même beaucoup de marques. Euh, donc, ce qu'ils proposent pour certaines marques, c'est de rejoindre le rayon classique. Voilà, donc il y a moins de fréquentation, mais il y a une visibilité, vous êtes intégré dans le rayon. Donc les foulards, c'est pareil, par exemple les foulards, là il y a des foulards en soie Inès de Parcevaux. Ça lui a permis aussi, elle a eu ses foulards en vitrine du magasin. Elle a eu un reportage aussi, elle a eu un entretien, donc ils ont repassé une commande derrière. Alors même si elle n'a pas vendu peut-être énormément pendant la semaine, elle a fait plein d'opérations et elle est ravie quand même parce que ça lui a donné l'opportunité. Donc on a mis une traductrice pour faire l'entretien. Non, non, pas elle, non, pas. C'est pas la même. C'est pas la même. Ils aiment bien les foulards. C'est pas la même parce que là, l'entreprise dont parle Aya, c'est une entreprise de la région lyonnaise. Et là, c'est une entreprise parisienne. Donc ça donne aussi, enfin, c'est l'occasion, c'est pour ça qu'il faut se déplacer aussi. On rencontre aussi des professionnels, d'autres professionnels. Voilà, ça ouvre des portes, c'est une référence. Je vais laisser témoigner le papy fait de la résistance. Donc bonjour à tous. Alors nous, là, je suis avec mon associé Nicolas. On est une marque de papeterie, on existe depuis 4 ans. Une marque lyonnaise qui propose des cahiers, des carnets, des calepins, à la fois du B2B, donc pour de la personnalisation, mais aussi on est vendu en boutique. En France, aujourd'hui on est référencé dans une centaine de boutiques. Et du coup, l'aventure japonaise, pour nous, elle a démarré. Alors, moi, personnellement, je suis parti en 2013 au Japon. Je ne sais pas si. Est-ce que quelqu'un est déjà allé au Japon? Oui. Donc, moi, je suis allé au Japon en 2013 à titre personnel. Et je m'étais dit que je reviendrais travailler avec les Japonais. Parce que je trouve que c'est un peuple différent et que c'est souvent de belles opportunités d'affaires. Ensuite, une fois qu'on a fait ce constat-là, comment on y va au Japon? Et c'est vrai que grâce à un ami au Japon, on nous a parlé de cette semaine Bonjour France et que c'était effectivement pour nous l'opportunité de présenter la marque pendant une semaine à travers différentes animations et à côté d'autres marques. Alors, ce qu'on voit tout de suite, je le dis de façon très claire parce que c'est aussi tout de suite ce qui nous a freiné, c'est on voit les coûts d'abord. Parce qu'on se dit, ça coûte un peu quand même d'aller au Japon. Et je vais vous mettre à l'aise tout de suite, vous ne rembourserez pas, à mon avis, votre investissement dès la première semaine. Parce qu'on n'y va pas pour faire une semaine de chiffre d'affaires pour tenter de rembourser, c'est sûr qu'il ne faut pas y aller. C'est un marché qui est difficile, c'est un marché qui est compliqué parce que les codes ne sont pas les mêmes. On était, donc, Hélène l'a dit, je crois, 60 entreprises à candidater, ils en retiennent 30. Ils en retiennent 30 parce que c'est une semaine où il y a quand même une mise en avant de marques françaises. Et puis après, quand la semaine est passée, il faut tout faire pour tenter d'y rester, quoi. Et de rester implanté et de tenter de faire des contacts. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on n'a encore pas développé le Japon. Alors on a fait, je pense par contre, des contacts à la fois de très grande qualité, qu'on n'aurait jamais pu atteindre sur la chambre de commerce. Déjà parce qu'il y a une barrière de la langue qui est juste impossible à passer si vous ne parlez pas japonais. Même quand ils parlent anglais, on ne comprend pas. Donc c'est compliqué.
Et puis, je pense que pour parler de la marque, c'est important d'avoir quelqu'un et un traducteur, et c'est ce que propose la Chambre. Ah oui, je précise que en plus, vous avez fait Bonjour France et une mission B2B Ouais. de 2 jours avec des rencontres d'importateurs potentiels. Je crois que, enfin moi c'est mon avis, mais j'avoue qu'on n'a pas préparé l'ensemble de rendez-vous, donc c'est complètement spontané, mais soit on est vraiment une marque, par exemple, de gastronomie, et, les rendez-vous B2B ont une importance, mais beaucoup moindre que si on est une marque comme la nôtre, on a une marque de papeterie, et ils sont très friands de la gastronomie, ils sont très friands des produits français, donc nous on a discuté avec beaucoup de marques, à la fois des vignerons, à la fois du champagne, du cidre. Bon, il y en a qui ont vendu leur palette en 3-4 jours, quoi, alors qu'ils avaient prévu cette palette pour 10 jours. Donc, nous, on ne peut pas dire qu'on a explosé les compteurs en vente de carnet. Par contre, on a fait des rendez-vous, à mon sens et à notre sens, exceptionnels sur les rendez-vous B2B à côté. Quand nos collègues qui vendent du vin ont forcément fait des rendez-vous B2B parce que leur volonté, eux, c'était de vendre pas mal et puis de faire des contacts sur les stands. Donc, déjà, il faut voir que ça se prépare avant, évidemment, qu'on a, grâce à la Chambre de commerce, pris 5 très beaux rendez-vous avec des importateurs, avec des acteurs. Toutes les grandes marques qu'on a vues là, en fait, nous ont reçus pour la prise de rendez-vous. Et ceux qui nous ont reçus sont pas, enfin, ce sont les acheteurs de papeterie. C'est ceux qui référencent tout de suite la marque ou pas. Donc, c'était des rendez-vous hyper intéressants parce qu'ils ils ont le souci du détail. Ils sont très, très, très attentifs à tout ce que vous allez leur dire. Donc, Nicolas et moi, même si la marque existe depuis 4 ans, on a repitché la présentation de la marque pour le Japon, en faisant attention à tout ce qu'on disait et en expliquant et en racontant une histoire. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas en France, mais le français est un peu moins attaché aux détails. Et du coup, nous, on était assez heureux de présenter nos produits parce qu'on est, nous, très attachés aux soucis du détail dans nos produits parce qu'il y a une partie du process qui est fait main encore dans nos carnets. Aujourd'hui, on le présente en France, mais un peu moins. Parce que vous pouvez très bien avoir au bout d'une demi-heure un Français qui vous dit oui, bon, enfin bon, vous produisez un carnet, quoi. On ne va pas y passer 107 ans. Voilà. Ok, on passe à autre chose. Le japonais, lui, va vous dire mais je trouve quand même que sur cette partie-là, c'est un peu épais. Et on nous l'a dit. Alors, est-ce qu'on peut expliquer? Et du coup, voilà, on est allé assez loin dans les rendez-vous. Et ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, il ne faut pas imaginer que vous allez avoir une euphorie face au produit, enfin face à la réaction que peut avoir pardon, le japonais quand il a vu votre produit. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous acheter. C'est juste que ce n'est pas dans la culture de dire waouh, c'est très beau, c'est magnifique. Non, ils sont assez inexpressifs. Donc ça, c'est un peu déroutant quand vous êtes en rendez-vous. Par contre, ils sont capables d'adorer et de vous commenter. Enfin, nous, l'importateur avec qui on est en train de discuter, sa première commande pourrait être 15 000 produits. Mais on n'y est encore pas. Il est encore en train d'en discuter en interne avec ses équipes. Et je pense que ça va se faire, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, ce qui est, je trouve, hyper simple et pratique de le faire avec la Chambre de commerce, c'est qu'il gère tout. Franchement, vous gérez rien. Donc ça, c'est trop bien. Du coup, vous arrivez, les rendez-vous, enfin, il faut être toujours effectivement en avance, mais en tout cas, jamais en retard. Avec des cartes de visite franco-japonaises, ça c'est super important, on l'a fait et ils apprécient l'effort. D'un côté français et de l'autre côté japonais. Et d'ailleurs, on l'a fait avec Aya avant de partir. Ça s'est fait à l'arrache, de façon improvisée, mais ça s'est fait. Et puis surtout, comme les codes ne sont pas les mêmes, s'il avait fallu aller au Japon, tous les deux comme ça, avec une connaissance ou deux là-bas, on n'aurait jamais fait et tous ces rendez-vous et une présence chez Isetan, parce que nous, on a été présent au rayon papeterie d'Isetan, que
Au départ, on s'est dit, oh, c'est dommage, on n'est pas avec tous les Français. On pensait être avec au 6e ou au 7e étage. Enfin, au 6e, non, au 7e, oui. Et en fait, c'était bien mieux pour nous parce que bah, tout de suite, vous êtes intégrés dans le rayon de papeterie, quoi. Et apparemment, ça le fait d'être tout de suite, comme les foulards étaient aussi au rez-de-chaussée, je me souviens, on en avait parlé avec eux. Donc ça, c'est vraiment excellent parce que tous les rendez-vous sont bookés. Moi, je me souviens d'une heure d'entretien de préparation avec Kyoko là-bas qui nous prend des rendez-vous et qui nous dit quel type de rendez-vous vous aimeriez. Donc on a dit, ben, on aimerait bien prendre des rendez-vous avec des grands magasins, prendre des rendez-vous avec des importateurs, prendre des rendez-vous avec des concept stores et prendre des rendez-vous avec Itoya qui est la grande marque, enfin le centre commercial de papeterie à Ginza. Donc je lui donne ces 4 cibles, mais bon voilà. Elle nous a pris rendez-vous avec les 5. C'est-à-dire que du coup, elle nous en a rajouté une de plus. Et enfin, franchement, on s'est dit, on ne s'y attendait pas, c'était juste. Et puis pas petit bras, quoi, des vrais rendez-vous. Parce que c'est des gens qui sont attentifs à tout ce que vous leur dites et qui, du coup, comme l'équipe là-bas est composée aussi de Français et de Japonais, Majoritairement japonais. Majoritairement de Japonais, bah, c'est excellent parce que quand vous êtes en rendez-vous, l'interprète, je me souviens que dans le dernier rendez-vous qu'on a fait, parce qu'on a quand même bien présenté avec elle, on lui a dit, bah, maintenant, comme ailleurs, vous savez comment ça se passe, on vous laisse faire le rendez-vous, quoi. Je me souviens qu'elle nous a repris une fois au 4e rendez-vous en me disant, vous avez oublié de dire un truc que vous avez dit au 3e, mais là, vous ne l'avez pas répété. Oui, c'est vrai. Donc, bon, enfin, voilà. C'est des gens qui sont quand même très attentifs aux détails. Et ça me paraît important parce que je pense qu'on peut y aller tout seul, mais le rythme n'est pas le même. Alors par contre, dormez un peu avant parce que c'est clair que c'est une semaine assez intense avec le décalage horaire. Et alors nous, évidemment, on ne regrette pas de l'avoir fait, mais surtout on va le refaire. On a finalement pas dépensé tant que ça par rapport à ce que ça peut nous rapporter, vraiment. Il faut toujours se poser la question de pourquoi le marché japonais avant un autre marché et, et effectivement quel peut être peut-être le retour sur investissement. Je le dis de façon très claire parce que nous, par exemple, on n'est pas distribué en Italie, mais on est en train de réfléchir à être distribué au Japon. Donc, mais on pense pour nous que c'est une opportunité parce qu'on est une marque française, positionnée un peu luxe, quand même, en tout cas d'excellente facture, et une marque de papeterie. Et les Japonais adorent la papeterie. Donc, ma papeterie luxe et français, on pense que c'est mieux de s'adresser au marché japonais avant de s'adresser au marché italien. Mais c'est un pari qu'on fait, et on verra si on a raison. Et deuxième chose, vous participez à cet événement avec 31 marques françaises. Et on est tous logés à la même ancienne. Donc le papier fait de la résistance était à côté de Peugeot, de Air France, à côté de la Fuma et de Georgette et Café Richard. Et voilà. Ça veut dire qu'en fait, on veut tous adresser le marché japonais et du coup, le fait d'être cet ensemble français dans cette aventure japonaise fait qu'il y a des liens qui se créent. Et je ne l'ai pas dit, mais la semaine dernière, on a signé avec la Fuma. Voilà, parce que c'est des gens avec qui le directeur général était là, on a sympathisé. Et lui, il est lyonnais, c'est une marque à côté. Oui, bon voilà, du coup, ils nous ont dit on a les mêmes valeurs, on s'est bien entendu à Tokyo et on veut travailler avec vous et on est ravis. Parce que, et on va aussi, nous, sûrement acheter un peu de la Fuma pour notre boutique. Enfin, c'est des trucs. Il se passe quand même une aventure, je trouve, là-bas qui est assez exceptionnelle. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et du coup, ça répond un petit peu à ma question qui était, en fait, est-ce qu'on peut faire l'économie de ne pas se déplacer? Parce qu'on a des cas où, en fait, comme il y a des vendeurs sur Non, place, je pense qu'il faut y aller. faut y aller. Enfin, en tout cas, ouais. Enfin, vraiment, si déjà vous voulez sentir le marché, comprendre ce qui se passe, si vous n'êtes jamais allé au Japon, si c'est pour présenter votre marque, je pense vraiment que ça ne sert à rien d'y aller. Enfin, de le faire sans y aller. C'est juste pas possible parce que déjà, ils adorent ça. Je pense que c'est important pour eux. C'est une marque de respect pour Isetan qui vous a référencé. Donc, pour l'importateur aussi, parce que nous, on a fait l'effort de le rencontrer. On est allé le voir dans ses bureaux et là, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Donc, ils sont hyper attachés. Il faut savoir que
la relation d'affaires en France n'a rien à voir avec la relation d'affaires au Japon. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, on se rend compte à quel point le poids des mots, le poids du respect, le poids de la façon dont vous abordez les choses et l'histoire de votre marque a une autre résonance là-bas qu'ici, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont quand même beaucoup portés sur le luxe, portés sur des marques qui ont une histoire à raconter parce que ça leur plaît, quoi. Ils sont assez friands de ça. Alors, ils sont aussi friands de vin, de pâtisserie et des choses comme ça. Là, ça cartonne, mais pas que. Voilà, il y a aussi d'autres marques qui peuvent marcher. Au Japon, maintenant, je vois peut-être que l'année prochaine, je viendrai témoigner pour dire ou pas, pour dire que je ne suis pas contenté, mais enfin, je crois pas. Franchement, je pense qu'au contraire. Et puis cet accompagnement de la chambre est essentiel parce que les codes, ils les ont. Ils sont capables de vous dire, bah, tenez, je vous présente le président de leur chambre. Ok, super. Donc du coup, ouais, en 2 minutes. En 2 minutes, déjà, tu rencontres 31 marques qui viennent avec toi, tu discutes avec des gens de la chambre qui sont toujours des gens qui sont hyper connectés au business. C'est pas une administration, quoi. Ce que je veux dire, c'est que, mais en plus, c'est le cas, je crois. Oui, c'est un club d'affaires. C'est une entreprise, donc c'est vraiment. On est là aussi quand même pour faire du business. Alors, nous, on a fait une demi-journée de tourisme. De tourisme. Donc, on s'est alloué le dimanche après-midi pour aller visiter Tokyo. Tout le reste du temps, c'était un truc de taré, quoi. On n'a juste pas arrêté. Donc, on est allé là-bas pour ça. Donc, voilà, je pense que c'est. Par contre, c'est sûr que c'est un investissement. Il ne faut pas rêver, vous ne ferez pas une semaine de chiffre d'affaires de fou parce que c'est qu'une semaine. En une semaine, on va pas faire beaucoup de chiffre d'affaires. Par contre, si le marché est ouvert, ça peut être assez énorme. Donc après, il y a plein de conseils qu'on vous donne. Ne vous plantez jamais sur la première commande au Japon. En termes de qualité, de livraison, de respect du délai, je me souviens que nous, on avait séparé l'envoi des produits et de la PLV. Donc on a envoyé les produits d'abord et puis la PLV, il y a eu un jour de retard. C'était un truc de fou, quoi. C'était un jour de retard en France, bon, ça passe, c'est le Chronopost qui n'a pas fait ce qu'il fallait, ou l'UPS, on l'explique. Là-bas, c'est pas possible. C'est juste impensable. Donc, et je m'étais demandé si, du coup, on n'allait pas mettre en péril la semaine à cause de ce jour de retard de PLV, qui du coup, ils n'ont pas utilisé. Parce que Isetan nous a référencé dans un corner papeterie, et du coup, comme le disait Hélène, vous ne personnalisez pas votre corner, vous êtes quelque chose qui est assez standard et vous vendez vos produits sur une table. Mais c'est vrai que faut être vachement attaché à ça parce que c'est pas les mêmes codes que la France. Je sais pas, voilà, est-ce que vous avez des questions? Peut-être c'est peut-être un peu mieux de faire de façon interactive. Si j'ai un J'ai une question, monsieur. En fait, vous avez beaucoup parlé de la mission B2B, en fait, qui apparaît du coup. En tout cas, j'ai l'impression que c'est social en fait, faire les deux, comment faire que les États à un moment donné, si c'est pour être s'implanter, ce sera un bon test, et on sera resté un peu sur le train. Ouais. Faire que le B2B, c'est dommage, si on a l'occasion de. Franchement, moi je recommande de le faire parce que, effectivement, vous prenez rendez-vous avec des personnes et de qualité et qui sont pile dans la cible, parce que vous orientez la chambre de commerce dans votre prise de rendez-vous. Et si vous voulez prendre vous les rendez-vous, vous n'y arriverez pas. C'est sûr. C'est-à-dire que, mais vraiment, et je le dis clairement parce que j'ai essayé. Hein. C'est juste pas possible, quoi. Et du coup, ça va même plus loin. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on fait une mission de suivi. Parce que ces gens-là qu'on a rencontrés, qui nous ont vus en physique, on s'est rencontrés, on a fait 1 heure, 2 heures de rendez-vous, et ben le suivi, j'ai tenté de le faire et j'ai arrêté. J'ai demandé à la chambre de le faire. Parce que c'est Kyoko qui nous a pris les rendez-vous, qui du coup les relance en japonais. Il y a aussi une marque de respect vis-à-vis de. Enfin, on est beaucoup là-dedans, mais j'insiste, les gens qui nous ont reçus se mettent vraiment, d'un point d'honneur à vous répondre et à dire oui ou non, mais en tout cas, ils vont vous répondre.
Ils ne vous laissent pas comme ça, comme en France, on peut l'avoir. Peut-être qu'on travaillera ensemble. Non. Ils vous diront oui ou non. Là, je pense que dans 10 jours, normalement, et pas 11, dans 10 jours, le coup près tombe et il y a de grandes chances pour qu'on ait une réponse sur cet importateur. Donc, moi, je recommande vraiment de faire la mission B2B à côté. Déjà, parce qu'en fonction des produits que vous vendez, soit vous passez une semaine sur les stands, c'est bien, déjà. Mais je trouve que c'est dommage de rester chez Isetan et pas profiter d'aller faire des rendez-vous B2B. Parce que du coup, vous pouvez très bien... en plus, c'est concentré sur 2 jours et demi, je crois. 2 jours. 2 ou 3 jours. Et voilà. Et la semaine, tu fais que ça, quoi. Tu consacres du temps et à ta marque sur le Isetan. Alors, je sais par exemple que, pour en discuter avec les viticulteurs et autres, ça leur plaît aussi beaucoup que les viticulteurs soient sur le stand et servent un peu tout le monde, fait un peu le show. Je me souviens que certains ont signé des bouteilles de vin. Et ils se sont fait prendre en photo avec les Japonais, quoi. Donc et ils ont quand même fait les rendez-vous B2B parce que c'est concentré sur 2 jours, 2 jours et demi. Donc ouais, je recommande de le faire parce que, de toute façon, quitte à y aller, je sais plus, c'est un coup, les rendez-vous B2B, je sais pas si c'est indiqué là. C'est 470. Ah oui, maintenant c'est quoi cette différence? Vous faites être référencé chez ICEPA qui sont déjà plutôt une qualité sélectionnée. Ouais. Ça a été sélectionné par le temps de la. Par contre, on se dit toujours, ouais, ça fait rêver parce qu'effectivement, pouvoir d'achat, 120 millions de Japonais, c'est un marché super difficile. Voilà, c'est-à-dire que ouais, tous ceux qui vous disent le marché du japonais, pour moi, c'était facile, c'est des menteurs, c'est pas vrai. Non, mais c'est clair, c'est vraiment un marché difficile. Du coup, il faut y retourner, il faut y aller, il faut se faire les rendez-vous, il faut... C'est pas parce qu'on n'est pas référencé la première année qu'il ne faut pas retenter la deuxième année. On a discuté avec des marques qui ont été retoquées en première année, qui sont revenues en deuxième. D'ailleurs, je ne sais même pas si on va être pris l'année prochaine. Enfin voilà, je pense que c'est pas parce que rien n'est acquis au Japon. Donc maintenant, c'est vrai qu'une fois que tu as fait Isetan, une fois que tu as fait les rendez-vous B2B, une fois que tu as fait les soirées à chambre de commerce, une fois que tu as rencontré du monde là-bas. Bon, nous, on s'est retrouvés dans des soirées où il y avait le directeur général du McDo Japon, quoi, qui était un Français, un Stéphane. Donc on a déconné avec lui. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il se crée des liens, parce qu'il y a quand même des expatriés là-bas. Les soirées qu'on fait sont quand même ouvertes aussi aux expats. Ils font partie des 5000 membres de la Chambre qui participent aux événements. C'est sûr que si tu vas au Japon de par toi-même, tu les rencontres pas. Enfin, donc, mais il faut vraiment se poser la question et de la marque, qu'est-ce qu'elle va faire au Japon? Est-ce qu'il y a un intérêt pour les Japonais? Il y a une concurrence effectivement qui est assez importante pour tout produit quel qu'il soit, parce que c'est un marché mature. Donc, je pense qu'on vend des foulards, du vin, du champagne. On était avec la FUMA, je crois que ça fait 2-3 ans qu'ils adressent ce marché japonais. Ils sont comme nous, quoi. Et c'est la FUMA. Donc, il faut que le marché arrive à apprécier vos produits avant même d'imaginer faire autre chose. Voilà. Bon, eh ben, merci beaucoup à Frédéric et merci à Hélène et merci à tout le monde en tout cas et merci à ceux qui nous suivent en ligne également. Moi, je vous propose peut-être d'arrêter ici, mais éventuellement de continuer les échanges offline puisque on va arrêter le webinaire. Ben, merci à tous. Merci à vous.